Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de nous inviter, de nous permettre de vous parler un peu de pédiatrie. Donc effectivement, ça va être un challenge de vous parler de la greffe hépatique. Alors tout ce qu'il faut savoir, on pourrait y passer des heures bien sûr, donc on va essayer de faire une synthèse et surtout de parler de ce qui diffère des prises en charge adultes pour la greffe en pédiatrie, et puis pour ce qui pourrait vous intéresser dans le cadre des transitions qui sont de plus en plus à la mode et pour lesquelles vous êtes bien sûr concerné en tant qu'hépatologue adulte. Donc j'ai pas de lien d'intérêt avec le sujet. Donc on va balayer plusieurs aspects, un peu d'histoire d'épidémiologie, puis on va s'attarder sur les indications de greffe hépatique en pédiatrie, qui sont bien sûr différentes de celles des adultes, les modalités, avec des aspects chirurgicaux, des aspects anesthésiques, réanimatoires également, un mot sur l'immunosuppression, mais pas de grosses différences par rapport aux adultes, et puis les complications qui sont un peu spécifiques à la pédiatrie, et puis un mot sur la transition. Donc tout d'abord, un peu d'histoire. La greffe hépatique en pédiatrie, ça a commencé dans les années 60 avec le docteur Thomas Starzl aux États-Unis, qui avait fait la première greffe hépatique chez une enfant de 3 ans, mais qui malheureusement n'avait pas survécu. Et puis il a continué à travailler sur le sujet, et en 67, il a fait une première greffe d'une enfant qui a survécu quelques mois. La première greffe européenne date de 69, mais également avec des complications au décours qui n'ont pas permis la survie du patient. Et puis c'est surtout grâce à l'arrivée des traitements immunosuppresseurs dans les années 80, des anticalcinurines notamment, que la greffe a pu se développer et qu'on a pu améliorer la survie des patients. Pour que ce soit accessible à la pédiatrie, on va en reparler, pour des questions de volume du greffon, des techniques de réduction du greffon se sont développées donc dans les années 80, et c'est là que la greffe s'est développée petit à petit, et des premières techniques de split, de partage du greffon, ont été faites à la fin des années 90. Et puis grâce à ce split, on a pu également développer le don vivant, et donc ça c'est fin des années 80. Et donc la greffe, à partir de là, s'est beaucoup développée avec beaucoup d'améliorations des techniques microchirurgicales, de la gestion également des immunosuppresseurs et de la prise en charge per- et post-greffe et pré-greffe également. Donc à ce jour, ça c'est les dernières données de l'Agence de biomédecine. On fait entre 80 et 100 greffes hépatiques pédiatriques en France par an, avec une augmentation quand même progressivement sur les dernières années. Donc c'est le deuxième organe greffé après greffe de rein. Et donc ça représente 6 à 8% de l'ensemble des greffes hépatiques en France. Donc il y a 4 centres qui font de la greffe hépatique pédiatrique en France, donc 2 à Paris, Necker-Bicêtre, à Lyon et à Marseille. Si on regarde plus précisément l'âge des patients greffés, c'est principalement dans 2 tiers des cas des patients qui ont moins de 5 ans, et notamment dans 40% des cas des enfants de moins de 2 ans, donc avec des indications propres dont on va parler. La survie actuellement est bonne, avec plus de 85% de survie à 10 ans et près de 80% de survie des patients à 20 ans sur les dernières études. La survie du greffon est autour de 70%, donc il y a quand même une partie des patients qui nécessitent une deuxième transplantation dans l'enfance, à peu près 15%. Donc les indications sont effectivement bien différentes de chez l'adulte, avec au premier plan des hépatopathies cholestatiques dans la moitié des cas, et notamment l'atrésie des voies biliaires, donc on va en parler un petit peu, qui va être l'indication majeure de la greffe de foie chez l'enfant. On a également des maladies métaboliques, dont Marion vous parlera après, qui nécessitent parfois une transplantation hépatique. On a 10% d'hépatites fulminantes de différentes origines, et puis d'autres causes, des cirrhoses auto-immunes. Donc ça va concerner souvent des enfants déjà un peu plus grands. Il y a également des tumeurs, alors plus l'hépatoblastome que le CHC en pédiatrie, et puis d'autres causes comme maladie de Wilson ou d'autres types de maladies. Donc voilà, 14% de retransplantation sur les données de l'ABM des dernières années. Donc si on détaille un peu quelques indications, donc l'atrésie des voies biliaires qui est au premier plan, qui va être cette
cette pathologie d'origine inconnue, hein, qui est sûrement multifactorielle, une part génétique, infectieuse, immunologique, qui va concerner une naissance sur 20 000 à peu près, et donc qui va entraîner cette absence de perméabilité des voies biliaires, et donc la bile qui ne peut pas s'écouler du foie vers l'intestin, et qui va donc évoluer vers une cirrhose biliaire sur les premiers mois de vie des patients si elle n'est pas traitée. Donc il existe, la majorité des cas sont des formes isolées, mais il existe des formes syndromiques dans 20% des cas, avec parfois un situs inversus ou des anomalies de type polysplénie ou malformation au niveau de la veine porte. Donc c'est la cause à évoquer systématiquement devant une cholestase néonatale, et notamment devant des selles décolorées. Hein, donc pour ceux qui ont des enfants dans leur entourage, des nouveau-nés, c'est la chose à dépister. Et voilà, s'il y a des choses, s'il y a une chose à retenir de cette présentation, c'est que les selles décolorées, c'est une urgence et qu'il faut adresser les patients vers des centres de référence parce qu'on a encore beaucoup de retard au diagnostic pour l'atrésie des voies biliaires. Il existe donc un traitement, une intervention chirurgicale qui peut être proposée si elle est réalisée tôt dans le premier mois de vie, qui peut espérer ne pas avoir besoin de greffer les patients, mais c'est seulement 20% des cas à 20 ans, donc les 80% restants sont greffés dans l'enfance. Les autres indications d'hépatite cholestatique, il y a le déficit en alpha-antitrypsine, hein, qui va être une atteinte hépatique un peu différente de celle qu'on peut voir chez les adultes. Souvent, beaucoup de patients vont être asymptomatiques, mais souvent ils vont se présenter avec une cholestase néonatale qui peut évoluer vers une cirrhose, et c'est 2 à 3% des cas dans l'enfance. Une autre pathologie qui est assez présente en pédiatrie et pour laquelle vous allez sûrement avoir de plus en plus de patients, c'est le syndrome d'Alagille, qui est donc une maladie génétique autosomique dominante. Là, c'est une naissance sur 100 000 à peu près, hein, donc c'est très rare. Mais ça va être voilà, une des causes de transplantation hépatique et puis d'atteinte hépatique chronique également. C'est des mutations génétiques de deux gènes, hein, JAG1 ou NOTCH2, et ça va entraîner un syndrome polymalformatif avec une paucité ductulaire qui est responsable d'une cholestase néonatale, d'un prurite et puis d'une cirrhose dans l'enfance. Il y a des atteintes cardiaques qui font souvent le pronostic, puisqu'en cas d'atteinte cardiaque très sévère, on ne peut pas les greffer du foie. Et puis il y a des éléments dysmorphiques avec un front bombé, un menton pointu, et puis des anomalies au niveau des vertèbres qui sont assez caractéristiques, des anomalies ophtalmo également. C'est des patients qui ont souvent une hypercholestérolémie très importante avec des xanthomes parfois très invalidants, comme on peut le voir là, et puis des atteintes d'autres organes également. Un autre groupe de pathologies pour lesquelles on va faire des greffes hépatiques, c'est les PFIC, hein, ces cholestases génétiques qui sont autosomiques récessives, donc une naissance sur 50 000 à peu près, avec plusieurs types d'écrits. Hein, jusqu'à récemment, il y en avait 3-4, et puis on en découvre de plus en plus des mutations de protéines, des transporteurs au niveau de l'hépatocyte qui vont acheminer les acides biliaires et permettre la synthèse de la bile et l'excrétion de la bile au niveau du canalicule biliaire. Donc ça va donner des tableaux de cholestase, de prurite et puis d'évolution fibrosante qui peuvent nécessiter une greffe. Donc il y a d'autres indications, la mucoviscidose, les cholangites sclérosantes néonatales, hein, avec cet aspect assez caractéristique des voies biliaires toutes dystrophiques, des maladies métaboliques, maladies de Wilson, les cirrhoses auto-immunes comme on en parlait, et puis des hépatites fulminantes également, hein, virales, toxiques, dysimmunitaires, et certains cas de cancer. Donc pour revenir à la greffe hépatique à proprement parler, il y a différentes modalités, et finalement les modalités de cette greffe vont découler de difficultés que l'on rencontre. Donc il y a surtout la pénurie des greffons, hein, donc en transplantation adulte on est également concerné. Mais associé à cette pénurie des greffons, il y a une inadéquation de taille entre le donneur, qui est souvent un adulte, et le receveur pédiatrique, qui va donc avoir besoin d'un petit bout de foie. Les greffes foie entier représentent que 15 à 20% des greffes pédiatriques. Et donc c'est pour ça que ces techniques de bipartition ou de split se sont développées, et finalement à partir d'un greffon, d'un foie, on peut avoir le lobe gauche ou le foie gauche qui va pouvoir être greffé à un enfant et le lobe droit ou le foie droit qui va pouvoir bénéficier à un adulte. Et donc finalement, ce qui a été montré, c'est que même pour les adultes qui bénéficient de juste un foie droit ou un lobe droit, il y a une amélioration de la survie du greffon puisque
ça leur permet d'avoir accès à des meilleurs greffons, des fois plus jeunes et de meilleure qualité. Et donc, à partir de ces bipartitions, de ce split, c'est développé le don vivant, où on va pouvoir prélever le lobe gauche ou le foie gauche d'un parent pour son enfant. D'autres techniques se développent et se sont développées pour améliorer l'accessibilité au greffon, comme les transplantations d'omino, où on va prendre un foie, souvent dans des maladies métaboliques, où le foie fonctionne bien et n'est pas malade, et on va pouvoir le greffer à un autre patient, sans lui conférer bien sûr la maladie métabolique, mais ça va permettre de guérir de la maladie métabolique l'autre patient. Donc on utilise le greffon pour un autre. Et puis les techniques de greffon de foie marginaux se développent de plus en plus, en pédiatrie également, avec les machines à perfusion qui commencent à avoir leur place également en pédiatrie. Donc ça, c'est une diapo qui est importante sur les dimensions du greffon par rapport à la taille de l'enfant. Effectivement, on va faire un calcul du rapport du poids du foie greffé au poids de l'enfant, et donc on va viser une cible entre 1 et 3 ou 4% pour avoir un greffon de taille satisfaisante. Parce que s'il est trop petit, on va avoir un small for size qui, du coup, va altérer le démarrage et la fonction du greffon, qui va être trop perfusé, qui va être engorgé. Et à l'inverse, lorsqu'on a un foie trop gros, il va être comprimé par la paroi abdominale, mal perfusé, il va mal démarrer également. Et on peut avoir... dans ces cas-là, des dysfonctions du greffon. Donc ça, c'est l'exemple d'une greffe qui a été faite assez récemment, là, il y a 4 mois précisément. Donc c'est un receveur d'un petit de 7 mois qui faisait donc 6,8 kg, qui avait une hépatite fulminante, donc qui a été inscrit en super urgence. Et finalement, on nous a proposé un greffon d'un enfant de 3 ans qui, du coup, était un foie parfait, sauf que cet enfant faisait 20 kg et ça nous faisait un rapport du greffon par rapport au poids du patient qui était de 6%, plus de 6%. Donc c'était beaucoup trop gros et on ne pouvait pas envisager de prendre que le foie droit ou que le foie gauche, parce que là, pour le coup, il aurait été trop petit et notamment les vaisseaux auraient été trop petits. Et donc, ce greffon a une réduction de sa taille en faisant une segmentectomie d'une partie du foie droit, d'une partie du foie gauche, pour finalement avoir un rapport de 4,3% et permettre que la greffe se passe pour ce patient qui va actuellement bien. Donc les modalités, on peut faire du don cadavérique, c'est la majorité des cas, 80% en Europe, et puis on peut faire du don vivant, c'est que 10 à 20% en Europe, mais par contre c'est beaucoup plus en Asie, et avec notamment des considérations culturelles qui sont prises en compte. Donc le don cadavérique, on a quand même une priorité pédiatrique par rapport aux adultes, donc ça c'est un avantage de la pédiatrie, et ça nous permet également d'avoir accès à des greffons de meilleure qualité avec l'objectif que la greffe qu'on va faire dans l'enfance tienne le maximum. Mais il y a quand même des délais d'attente de 6 à 12 mois et puis de plus en plus même actuellement. Le don vivant apporte beaucoup de bénéfices, diminution du temps d'attente, des greffons de qualité sélectionnés. On améliore la logistique également en diminuant le temps d'ischémie, en faisant des greffes en semaine, en journée avec les équipes bien en forme et pas le week-end sur des périodes de garde. Et puis ça permet également d'accéder à la transplantation hépatique pour des patients étrangers avec un don vivant de leurs parents. Bien sûr, il y a une morbidité qui n'est pas négligeable pour le donneur, 20 à 60% selon les études, et une mortalité qui n'est pas négligeable également, qui est seulement de 0,1% pour un prélèvement de lobe gauche, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte dans le bénéfice pour le patient et les risques pour le donneur. Donc, si on parle de quelques aspects chirurgicaux, sans rentrer dans les détails, mais il y a des difficultés propres à la pédiatrie qui sont notamment liées au petit volume abdominal. On voit que l'abdomen est de petite taille, et lorsqu'on y met juste un lobe gauche, finalement, ça prend déjà beaucoup de place. Et donc, on est souvent amené à utiliser des plaques de Gore-Tex qui permettent d'augmenter le volume abdominal et de moins comprimer le greffon pour améliorer son démarrage. C'est des plaques qui doivent être enlevées et nécessitent quand même une réintervention, souvent dans les jours et les semaines qui suivent. Ensuite, il y a des anomalies anatomiques, il y a les formes syndromiques avec des situs inversus ou des anomalies de la veine porte qui peuvent compliquer le geste. Et puis souvent des hypoplasies de la veine porte qui sont une malformation assez fréquente dans l'atrésie, qui est une malformation fréquente dans l'atrésie des voies biliaires et qui complique les anastomoses veineuses. Et puis la phase d'hépatectomie est souvent très compliquée chez ces patients qui ont déjà un antécédent de chirurgie, chirurgie de Kasai,
dans l'atrésie des voies biliaires qui complique le geste chez ces patients qui ont aussi souvent une hypertension portale sévère. D'autres difficultés sont liées au petit calibre des vaisseaux et des voies biliaires. Et donc, pour la veine porte, notamment lorsqu'il y a cette hypoplasie de la veine porte, on peut être amené à faire des anastomoses avec la veine mésentérique ou le confluent splénomésentérique. Et puis, on peut faire des plasties de la veine portale également pour augmenter le calibre. Les anastomoses artérielles nécessitent ce genre d'intervention aussi, ou peuvent parfois bénéficier d'un pontage pour avoir une bonne congruence au niveau des anastomoses. Puis l'anastomose bilio-digestive est la forme assez classique. Hein, ça arrive qu'on fasse des anastomoses bilio-biliaires, mais c'est souvent plutôt des bilio-digestives avec l'anse montée. Donc on va réutiliser la même anse montée que dans la chirurgie du Kasai quand il y en a une, et puis sinon elle peut être nouvellement créée. Concernant l'anesthésie, la réanimation, donc c'est des périodes, des moments assez compliqués, difficiles à manager, puisque les patients ont souvent une instabilité hémodynamique qui est importante, avec des grosses variations volémiques chez ces petits de 5 à 10 kg, qui ne tolèrent pas forcément les mobilisations du greffon pour les sutures chirurgicales, qui ne tolèrent pas forcément les épreuves de clampage, et donc voilà, c'est des périodes compliquées, des greffes qui durent longtemps. On est sur 6 à 8 heures sur des greffes pédiatriques chez des petits de moins de 10 kg. On essaye de limiter les transfusions massives, parce que ça, on sait que ça améliore, ça aggrave en tout cas la perfusion du greffon dans les suites, et donc ça aide pas au démarrage du greffon. Et la période post-opératoire est également critique, avec vraiment grand minimum une semaine de réa. Mais chez les plus petits, c'est facilement 2 à 4 semaines, voire plus, il y a des complications. Ils sont sédatés 48 heures et on surveille de près le démarrage du greffon, l'équilibre hémodynamique, les saignements. Il y a souvent une surcharge hydrique importante avec un retentissement respiratoire, rénal. Donc c'est des suites qui sont compliquées. Donc ça, c'est pour vous montrer une de nos dernières greffes et pour vous montrer que ça peut nous donner des sueurs froides. On vide nos surrénales pendant les 48 premières heures des greffes hépatiques. Donc greffé le 31 mai, là, donc premier bilan, retour de réa, il a déjà des transats très très élevés. Puis on voit un facteur 5, 10, 12, 20. Et puis à 48 heures, il a 30% de facteur 5. On ne sait pas vraiment s'il démarre. Là, il avait rebaissé un petit peu. Donc, c'est un patient qui va être réinscrit. Là, c'est quand même rarement, enfin pas toujours comme ça, mais ça arrive. Qui a été réinscrit pour peut-être dysfonction du greffon, voilà, pour voir un peu dans quel sens ça a évolué. Et puis finalement, au bout de 48 heures, il a un 5 qui décolle, le TP également, et puis la cytolyse qui se met à baisser. Donc c'est pas comme les greffes chez les adultes où dès le lendemain, on a un foie qui montre déjà des signes de démarrage en général. Concernant l'immunosuppression, c'est des choses assez classiques qu'on voit en greffe adulte également, avec une induction par souvent basiliximab, donc des antagonistes du récepteur à l'IL-2, et puis éventuellement des corticoïdes, et puis un traitement d'entretien basé surtout sur les anticalcinurines, et puis après, selon les équipes et les protocoles, il y a du MMF, des corticothérapies, ça dépend des indications en général, et puis d'autres traitements, sirolimus et verolimus, selon les histoires des patients, leur atteinte rénale, etc. Et puis ce qui va être compliqué au niveau de l'immunosuppression, et notamment chez les ados, c'est les problèmes d'observance qu'on va rencontrer également chez les adultes, mais chez les ados, c'est 35 à 50% des ados qui sont concernés, et c'est la principale cause de perte du greffon au-delà de 10 ans de la greffe. Donc c'est des problématiques qui sont vraiment primordiales dans la prise en charge de nos patients. Concernant les complications chirurgicales, donc ça va surtout être lié à cette bipartition du greffon, et notamment au niveau de la tranche de section, où on peut avoir des hémorragies, des hématomes, des fistules, des fuites biliaires, avec parfois des surinfections. Puis il va y avoir des complications vasculaires propres, la thrombose artérielle est vraiment un risque, voilà, c'est 3 à 17%, donc c'est quand même pas rare, surtout chez les petits greffons. Il peut y avoir des thrombosportes, et notamment lorsqu'il y a cette hypoplasie de la veine porte, et des atteintes également au niveau des anastomoses sus-hépatiques qui sont un peu plus rares. Puis surtout, on a beaucoup de complications biliaires, 15 à 30% selon les séries. Parfois, c'est juste des fuites, mais souvent, c'est des sténoses des voies biliaires ou des anastomoses bilio-digestives qui sont un peu propres à ce foie partagé.
Puis on a des complications digestives, notamment avec cette anse montée qui avait été mise en place au moment de la chirurgie de Kasai, qui est donc à risque de perforation, de volvulus, de bride, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer une thrombose de l'artère avec, on le voit sur ce scanner, l'artère hépatique ici qui s'interrompt et qui du coup entraîne une ischémie au niveau du hile hépatique et notamment des voies biliaires. Donc à partir de là, on a souvent des complications biliaires, bien sûr. En gros, 2 scénarios lorsqu'il y a une thrombose de l'artère, les deux sont mauvais. Soit il y a une nécrose massive et une insuffisance hépatique et il faut regreffer le patient en urgence, sinon il décède. L'autre, c'est le patient qui va passer le cap, mais qui va avoir quand même des sténoses biliaires, une cholangiopathie ischémique, des cholangites et une cirrhose qui va nécessiter une greffe, souvent à distance. Donc, une complication très sévère qui est quand même diminuée avec les techniques de microchirurgie qui se sont développées, mais qui est quand même existante. Une autre complication qu'on rencontre fréquemment en pédiatrie, c'est la sténose de l'anastomose bilio-digestive. On voit à gauche là que c'est une cholangiographie où on a l'opacification se fait dans le segment 3 et donc on n'a pas d'opacification de l'anse montée en aval de l'anastomose bilio-digestive et donc avec les techniques de radiologie interventionnelle, on va pouvoir dilater puis drainer cette anastomose et permettre que les voies biliaires soient plus fines et que la bile passe au niveau de l'anse montée. Voilà pour les principales complications chirurgicales, hein, bien sûr. Il y en a plein d'autres et on est bien aidé par les radiologues interventionnels également. Il existe des complications médicales qui sont les mêmes qu'en greffe adulte, mais avec certaines particularités. Donc, dysfonction primaire du greffon qui est quand même plus fréquente en lien avec ces greffes plus difficiles et ces problèmes ces difficultés d'anastomose. Les problèmes de rejet aigu, chronique, ça c'est assez comparable avec les adultes, avec cette notion de mauvaise observance à l'adolescence en plus. Et puis les problèmes infectieux qui sont très fréquents. Hein. C'est vrai que les viroses classiques des enfants, quand ils ont un bon système immunitaire, il n'y a pas trop de soucis, mais chez les immunodéprimés, on va avoir des gastro-adénovirus qui vont donner des infections systémiques, des formes très graves ou des varicelles qui peuvent être graves, des infections, des bronchiolites banales qui vont être graves chez les greffés, en plus des problèmes de BV, de CMV, etc., qu'on a également chez les adultes. Il peut y avoir des complications bactériennes également, comme chez les adultes. C'est la première cause de mortalité chez les enfants, qui sont souvent colonisés de manière chronique par des bactéries avec des antécédents de cholangite. On a de plus en plus de BMR, de BHRE qui compliquent les prises en charge ultérieures. Les complications bactériennes iatrogènes, ça c'est assez classique. Et puis on accorde une importance particulière aux vaccins, toujours en pédiatrie, mais encore plus dans ces situations, notamment aux vaccins vivants qui vont être contre-indiqués après la greffe, bien sûr. Une des problématiques, et c'est une des bêtes noires aussi de la greffe en pédiatrie, c'est la lymphoprolifération EBV, on va en dire un mot après. Et puis les allergies alimentaires qui sont assez fréquentes aussi chez les enfants, avec également l'insuffisance rénale et les autres complications médicales classiques. Donc l'EBV, en fait, ça va être une grosse problématique en pédiatrie puisque les receveurs d'âge jeune sont souvent séronégatifs et on va leur donner un greffon souvent positif. Et donc, il va y avoir une primo-infection dans plus de 60% des cas avec un risque majeur de syndrome lymphoprolifératif, de PTLD dans ces situations liées à l'EBV, avec un risque de lymphome. Donc, c'est des lymphomes de mauvais pronostic qui nécessitent une baisse d'immunosuppression, des traitements par rituximab et parfois des chimiothérapies. Et l'autre complication médicale assez spécifique de la pédiatrie sont les allergies alimentaires, puisque ces enfants greffés jeunes n'ont pas forcément rencontré beaucoup d'allergènes alimentaires, et puis c'est également favorisé par le tacrolimus. Il y a une perméabilité intestinale qui est un peu accrue, des intestins immatures, et donc on a plus d'allergies chez les patients, 10 à 17% quand même selon les séries, avec parfois des formes graves qui nécessitent une prise en charge à l'ergo avant, après la greffe, des évictions alimentaires, des trousses d'urgence. Et donc au niveau des traitements, c'est des traitements classiques d'allergie, mais également souvent on a recours à relayer le tacrolimus par de la cyclosporine qui est moins sujette à ces allergies. Voilà, j'ai presque terminé, je ne sais pas au niveau du timing.
Au niveau, ce qui est assez à la mode en pédiatrie, c'est ces histoires de transition pour lesquelles les hépatologues adultes sont de plus en plus concernés. Et donc, Phil Foy avait établi des recommandations il y a quelques années pour améliorer la prise en charge de ces patients. C'est du bon sens, hein, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes, de préparer les patients en amont, de faire des séances d'éducation thérapeutique en lien avec cette transition, des consultations multidisciplinaires, c'est des consultations souvent qui prennent du temps, puis on fait des consultations conjointes avec le pédiatre, les pathologues adultes, parfois il y a besoin d'en faire plusieurs, donc c'est chronophage, mais c'est important pour améliorer cette période de transition du monde de la pédiatrie au monde des adultes qui sont quand même très différents. Donc voilà, en conclusion, la greffe hépatique, c'est quand même 80 à 100 greffes par an, 6 à 8% des greffes totales, surtout pour des maladies cholestatiques, avec l'atrésie des voies biliaires au premier plan, avec surtout des greffes avec un lobe gauche, des dons cadavériques, mais également des dons vivants. Les complications vasculaires biliaires qui sont propres, qui sont aussi chez les adultes, mais qui sont plus fréquentes en pédiatrie, les complications bactériennes, le PTLD qui est notre bête noire, et puis les allergies alimentaires qui sont moins graves mais souvent assez contraignantes. Avec quand même une bonne survie de ces greffes, des qualités de vie satisfaisantes d'après les études, mais ces difficultés d'observance et puis les problématiques de transition pour lesquelles les hépatologues adultes sont également concernés. Voilà, je vous remercie de votre attention.